9h08, c'est une première en France depuis 1945. Le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances. Les deux courbes se sont croisées au printemps. Désormais, le solde naturel est donc négatif. Pour tout comprendre, je reçois David Duhamel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de ce livre que je montre à la caméra. Un monde sans enfants, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, David Duhamel, au croisement de ces deux courbes? C'était inévitable selon vous? Oui, complètement. C'est attendu depuis des années. On pensait que ça arriverait un petit peu plus tard, mais c'est un peu un non-événement en fait. La France rejoint le destin des autres pays européens. On a un solde naturel légèrement négatif. Ça va s'accroître avec le temps. C'est inévitable. Ça veut dire que pour le coup, c'était prévu, attendu. Pourquoi plus rapidement, vous dites ? Probablement parce que la fécondité française, qui était haute et presque anormalement haute comparée aux autres, oui. Rejoint le peloton. On était à 2 et puis maintenant on est à 1,6. On est au-dessus des autres, mais pas beaucoup plus. Donc probablement que ce changement était attendu un petit peu plus tard, mais ça va continuer. C'est la continuation d'une tendance et nous ne sommes pas au plus bas niveau. On va continuer à descendre. Jusqu'à quand on va continuer à descendre ? Alors ça, je serais bien en peine de le dire. Il y a des pays qui descendent beaucoup plus bas. Le champion, c'est la Corée du Sud avec 0,7 enfants par femme. Donc là, c'est absolument catastrophique. Ce qui est sûr, c'est que là, on est sur des tendances de long terme qui, à mon sens, vont pas s'inverser. En tous les cas pas, je dirais, dans les 10 ou 20 ans à venir, mais j'ai du mal à voir plus loin, mais je pense que ça va continuer à baisser. Avant de revenir sur la question de la natalité, le nombre de décès qui est passé de 600 000 à peu près en 2020 à 651 000 cette année, ça veut dire que le Covid n'est pas forcément responsable, en tout cas uniquement, de cette augmentation du nombre de décès. Comment on l'explique ça ? C'est une question de génération ? Oui, c'est-à-dire que les enfants du baby-boom rentrent à un âge où la mortalité commence à être un peu importante. Il y a un moment, c'est une surprise pour personne, mais tout le monde va mourir un jour. Et donc la génération... C'est un scoop, hein. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un gros scoop ce matin. La génération née dans les années 40 entre petit à petit en âge de mortalité. Comme ils sont très nombreux, ça va faire plus de morts. C'est mathématique. La natalité, elle, donc, le nombre de naissances, moins 20% en 15 ans, c'est quand même assez colossal. Ça veut dire fin de l'exception française à ce niveau. Comment on peut l'expliquer ? J'imagine que c'est assez multifactoriel. Alors c'est complètement multifactoriel et je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est colossal. Parce que ça rend les choses extrêmement dramatiques de dire ça. Oui. Et notamment, il y a des pays pour lesquels c'est bien plus important. La Chine, dans le même temps, a fait moins 50%, par exemple. Donc c'est tout autre chose. Alors c'est préoccupant, c'est le fruit de plein d'évolutions différentes qui se croisent et c'est pour ça que c'est très difficile de savoir comment redresser la barre, surtout si on veut, ce qui est quand même le plus important, c'est-à-dire laisser tranquille les gens qui ne veulent pas d'enfants et aider ceux qui en veulent à avoir les enfants qu'ils désirent. Alors même ce chiffre-là, le nombre d'enfants désirés baisse. L'INED vient de publier une étude disant en gros chez les jeunes maintenant c'est 1,9, 1,8. Donc c'est en dessous du seuil de remplacement. Et comme on sait que les gens ont généralement moins d'enfants qu'ils ne désirent, s'ils n'en désirent déjà plus que 1,9, ce serait étonnant qu'ils en aient 1,6 comme aujourd'hui. Comment ça s'explique ça Alors là aussi, c'est plein de choses à la fois. Il y a des contraintes économiques, il y a de l'anxiété économique, il y a le coût du logement, de l'éducation, de la garde d'enfants. Il y a des changements culturels, le fait que les femmes aujourd'hui ont des opportunités qu'elles n'avaient pas nécessairement par le passé et que les hommes n'ont pas vraiment changé, par exemple, sur la part des tâches éducatives ou domestiques qu'ils prennent. Depuis 40 ans, ça stagne en France. Donc, on comprend assez bien les jeunes femmes, peut-être, qui n'ont pas envie de se mettre dans cette galère-là. Moi, je crois aussi beaucoup dans l'influence de la technologie sur nos comportements, et notamment chez les plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, tout simplement, il n'y avait pas d'écosystème numérique, qui est en fait une économie de l'attention qui nous retire un petit peu de la vie réelle pour nous emmener dans une autre vie qui est numérique, qui a plein de défauts et quelques avantages. Mais en tous les cas, c'est pas bon pour ce qu'on appelle la sociabilité dans la vraie vie. Et on voit que plus les gens sont jeunes, moins ils sortent. Plus les gens sont jeunes, moins ils rencontrent, moins ils ont d'activités sexuelles, moins ils se mettent en couple. Et donc, à terme, moins ils vont faire d'enfants. Donc, typiquement, si on prend les applications de rencontres qui ont explosé ces dernières années, c'est-à-dire que ça aide pas forcément. Ah non, ça, je pense que ça aide pas du tout. La plupart des gens n'en sont pas très contents. Il y a quelques gagnants de ce marché de la rencontre et beaucoup de perdants. Ça met chacun aussi en grande position de précarité, puisque maintenant, on est un petit peu en concurrence avec une infinité de rivaux de chaque côté. Donc, la précarité est source d'anxiété.
David Duhamel, revenons, alors on s'en souvient, il y a un an à peu près, Emmanuel Macron qui annonçait un plan de réarmement démographique. Cette expression, elle a marqué. Que s'est-il passé depuis ? Alors, plein de choses, mais en la matière, rien. Puisque il y a eu une dissolution, comme vous le savez, l'année dernière, qui a un peu changé tous les plans du gouvernement. Et donc, les annonces n'ont pas été suivies pour l'instant de fait. Après, parler de réarmement, c'est probablement un vocabulaire particulier c'est plutôt un dessin électoral que démographique, je dirais. C'est assez malheureux, à mon sens. Ouais. Mais que faire, c'est extrêmement compliqué, hein. C'est pas envieux comme situation de se dire tiens, je vais m'occuper du taux de fécondité français, parce que c'est tellement multifactoriel et c'est tellement pas dépendant de la France en fait, à très peu de choses. Quelques mesures économiques peuvent changer la donne, mais ce sera à la marge. Par exemple, quand on parle de congés de naissance plus courts mais mieux payés, voilà, c'est une des mesures qui avait été annoncée, des mesures pour enrayer la montée de l'infertilité masculine ou encore féminine. Ça veut dire que c'est pas suffisant pour redresser, pour inverser la tendance. Moi, il me semble que ce sont de bonnes mesures. Celle-ci, je les trouve assez sympathiques. Non, je pense que ça suffira pas à renverser la tendance. Maintenant, tout ce qui peut la freiner et vraiment aider les gens à vivre leur désir d'enfant. Et là, la question de la fertilité est assez importante. Donc la fertilité, là, c'est la difficulté ou pas à avoir les enfants qu'on désire. Il y a certainement plein de choses à faire, notamment du côté de l'information. Avec des enfants qu'on a beaucoup plus tard aussi aujourd'hui qu'à C'est parce qu'on veut commencer plus tard. Et on comprend pourquoi. Les femmes veulent faire d'abord des études, et c'est bien normal. Commencer leur carrière, c'est tout à fait normal. Mais si vous commencez votre projet d'enfant à 35 ans, vous prenez des risques assez importants de ne pas pouvoir avoir les enfants que vous souhaitez. Est-ce que alors, on parlait justement de la question économique, de l'argent. Est-ce qu'on en a assez pour avoir un enfant, des enfants? Est-ce que c'est seulement cela? Par exemple, si on augmente les allocations familiales? Si on a, par exemple, la proposition de faire une allocation dès le premier enfant, ça me semble une assez bonne idée. Mais c'est plutôt une bonne idée en matière de justice sociale, c'est-à-dire d'aider les parents et notamment ceux en difficulté à faire face à ces nouveaux coûts. Je crois pas vraiment que ça va faire une différence sur la décision d'avoir un enfant de la part d'un couple. On voit dans plein d'autres pays des gouvernements qui dépensent des sommes absolument colossales et ça change pas grand-chose. Et plus un pays est riche, et la France à ce titre est plutôt riche, moins ça marche. C'est-à-dire que la politique de payer pour augmenter les naissances, ça marche un peu quand le pays est vraiment émergent. Ça a marché un peu en Russie, un peu en Hongrie, mais on n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de mener carrière, et c'est bien normal, et tant mieux. Et donc, on ne va pas payer leur désir d'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, une politique nataliste, ça peut pas marcher? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là-dedans pour que ça puisse fonctionner? Je pense qu'il faut essayer de jouer sur plusieurs leviers. Et donc, chacun y va un peu de sa chanson, mais par exemple, aider au logement, par exemple, avoir une politique ambitieuse de logement, parce que les Français sont peut-être plus riches qu'il y a 20 ou 30 ans, mais leur pouvoir d'achat immobilier a beaucoup diminué. Or, des enfants, ça prend de la place, il faut une chambre, etc. Donc ça peut être très utile. Mais peut-être, pour aller complètement de l'autre côté, retarder au maximum l'entrée des enfants et des jeunes adolescents sur les réseaux sociaux et dans les écosystèmes numériques. Vous avez parlé des applications de rencontres, je me fais plus de soucis d'Instagram et TikTok que des applications de rencontres, et puis aussi de la pornographie, c'est pas formidable, on va dire. Bien sûr. Conséquences, en tout cas économiques, de ce solde naturel négatif, de cette baisse des naissances. Conséquences économiques sur le court terme plutôt positives? Moins d'écoles, moins d'enseignants? Oui, c'est vrai, ça permet de diminuer un petit peu la dépense publique, mais enfin ça c'est vraiment regardé à courte vue. Effectivement, il vaut mieux avoir une société où on a plus d'actifs que d'inactifs. Si vous cessez de faire des enfants, vous avez un problème. Après, bon là, la différence est toute petite, c'est 1000 décès de plus que de naissances. Donc peut-être que l'année prochaine, on repassera... 600 050, 600 051. On pourra très bien passer temporairement de l'autre côté pendant 1 an ou 2, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est claire, on va avoir plus de morts que de naissances. Mais ça, c'est le solde naturel. À côté de ça, vous avez le solde migratoire, qui pour l'instant est plus que suffisant, quand bien même il n'est pas à des niveaux gigantesques, pour faire que la population continue d'augmenter. Ça pose aussi une question en ce qui concerne notre démocratie, d'une certaine manière, parce que ça veut dire que les intérêts des personnes âgées seront beaucoup plus pris en compte finalement que ceux des plus jeunes. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Complètement. Ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire le risque
devenir une gérontocratie, puisque les personnes âgées sont maintenant dans l'électorat assez vite majoritaire. Alors quand je dis âgées, là je pense par exemple les plus de 50 ans sont plus nombreux maintenant que les électeurs de moins de 50 ans. Ouais. Alors après, à vous de voir si c'est vieux ou pas, 50 ans. Moi j'ai 55 ans, je suis hyper jeune. Mais évidemment, ça fait que l'électorat en plus âgé vote plus encore. Donc naturellement, les politiques vont aller là où l'électorat se trouve et donc vont favoriser les intérêts plutôt de la vieillesse contre ceux de la jeunesse. Et ça, c'est assez dramatique, puisque c'est pas comme ça qu'on avance à moyen et à long terme, puisque les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain, etc. Alors que ce qu'on peut faire, il y a quelques réflexions qui sont intéressantes. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser. Juste avant cela, ça veut dire que, notamment, c'est ce qui est entré en jeu sur la réforme des retraites. Il y a eu un peu de ça ou pas, hein? Non, je pense que là, alors je crois pas. Je pense que la réforme des retraites, à mon sens, ça a été tellement instrumentalisé dans le jeu politique que on ne sait plus exactement, on n'y retrouve plus ces petits. C'est-à-dire que, à mon sens, en ce moment, la jeunesse a l'air persuadée que c'est dans son intérêt de partir à la retraite le plus tôt possible, alors que c'est clairement dans l'intérêt des seniors et pas du tout des jeunes. C'est-à-dire qu'on fait ça sur le dos des jeunes. Je vous ai coupé, pardon, David Duhamel. Du coup, j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire. Mais si, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas faire voter les jeunes à partir de 16 ans ? Ça, c'est une vraie... Non, alors je suis pas le seul à lancer ça. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà. Est-ce que il faudrait se dire que des gens qui ont des enfants pourraient avoir une pondération de voix supérieure pour représenter leurs intérêts? Je ne sais pas. Je n'ai pas moi-même, mon opinion n'est pas faite sur la question. Mais clairement, quand une société devient de plus en plus âgée, c'est compliqué de la voir dessiner un futur, puisqu'elle se préoccupe en fait du futur immédiat ou du présent. Donc c'est une question aussi démocratique, on l'aura compris. Il y a une autre question qui se pose, c'est on le voit en Italie, hein, pour faire face à leur crise de natalité qui est très importante, très forte là-bas. Giorgia Meloni a par exemple annoncé l'accueil de 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires. Est-ce que David Duhamel, l'immigration peut être une solution, une des solutions pour enrayer la baisse de la natalité? Oui, solution temporaire. C'est pas, de toute façon, la tendance est ce qu'elle est, et l'immigration, à moins de changer complètement les donnes et de prendre des millions de personnes, ne changera pas grand-chose. Mais elle permet, démographiquement et peut-être économiquement, de se maintenir à flot. Alors, elle crée un certain nombre de problèmes politiques qui sont très instrumentalisés dans la discussion politique, mais il faut voir que aujourd'hui, toutes les opinions publiques sont contre l'immigration. Donc pour un homme ou une femme politique, c'est compliqué de dire on va faire de l'immigration. Giorgia Meloni a quand même sauté le pas, alors que c'est ça qui est assez génial. Pour le coup, c'est pas du tout le discours qui est. Aujourd'hui, on a un gouvernement à gauche, on va dire centre-gauche, au Royaume-Uni, qui dit ah là là, on arrête l'immigration, alors que le gouvernement d'avant, qui était à droite, s'était ouvert comme jamais. Et puis on a un gouvernement d'extrême droite en Italie qui dit allez, on y va à fond pour l'immigration. Puis on a un gouvernement à gauche en Espagne qui dit à fond pour l'immigration. Et en France, on a un ministre de l'Intérieur qui dit oh là là, surtout pas. Donc là, on s'y retrouve pas du tout, parce que la question politique de l'immigration est déconnectée de la question économique de l'immigration, voire démographique. En tant qu'économiste, je suis en faveur de l'immigration. En tant que démographe amateur, je suis en faveur de l'immigration. Mon opinion politique, elle est tout à fait claire, mais elle n'a aucun intérêt sur cette antenne ou ailleurs, elle m'est propre. Mais je vois que la question est complètement déconnectée de sa réalité économique ou démographique dès qu'on en parle en politique. Donc il faudrait poser le débat différemment. En tout cas, qu'il puisse y avoir aussi... Il faudrait bien expliquer à tout le monde... Tout le monde voit bien les désavantages à avoir une immigration massive, ça on en parle tous les jours. Mais personne ne parle de ce que serait la France s'il n'y avait pas d'immigration. Et c'est pas un hasard si l'Italie s'ouvre, c'est parce qu'ils ont eu un peu un preview de leurs problèmes sans personne, et ça marche pas du tout. Mais ça, c'est mon opinion politique. Chacun est libre de ne pas la partager. En tout cas, merci beaucoup, David Duhamel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, économiste, enseignant à Sciences Po Paris. Et puis pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur le Facebook Live, je rappelle, voilà, je le montre, ce livre que vous avez écrit, Un monde sans enfants, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin et très belle journée à vous.